Les podcasts du Figaro. Le film d'Artus est un très bel exemple. Quand on pense que nous avons 11 millions de Françaises et de Français qui ont vu ce film, ce sont donc 11 millions de personnes qui ont été sensibilisées au handicap. Là où je me ressource le plus, c'est auprès des personnes les plus lourdement handicapées. Il faut aller chercher au plus profond de soi l'écho que la petite flamme que vous allez susciter dans le regard de l'autre va générer. Et quand vous avez réussi à établir ce contact, c'est l'humanité avec un très grand H. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez que les femmes et les hommes que nous recevons partagent leur parcours et le déclic qui les a incités à s'engager et qui nous aide à voir plus loin. L'homme que je reçois aujourd'hui laisse généralement la lumière aux autres. Et pourtant, celui qui était à l'origine de son engagement était un acteur immensément connu. L'homme que je reçois aujourd'hui s'est engagé aux côtés des plus fragiles parce qu'un lien familial très fort l'a très jeune relié au handicap et il ne l'a jamais oublié. Et aujourd'hui, le cinéma le rattrape parce qu'un film qui a rassemblé plus de 10 millions de spectateurs, un petit truc en plus d'Artus, est le point de départ d'un nouveau projet de sa fondation. J'ai le grand plaisir de recevoir Christophe Lasserre-Ventura, président de la Fondation Perce-Neige. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, est-ce que ce portrait vous convient ? Écoutez, il est fidèle effectivement à un parcours d'engagé, puisque c'est la thématique de notre échange aujourd'hui. J'ai effectivement été très vite concerné par le sujet du handicap mental, vous l'imaginez, je suis tombé dans la marmite étant tout jeune. J'ai effectivement donné du temps dès que je le pouvais en tant qu'étudiant pour prêter main forte dans les activités de l'association Perce-Neige à l'époque. Alors si on rembobine un petit peu, 1965, votre grand-père Lino Ventura lance un appel, désormais connu pour les enfants qui ne sont pas comme les autres et les familles des enfants pas comme les autres. On va écouter l'extrait. Il s'agit des enfants pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. Je suis père d'une enfant pas comme les autres. Il y a plusieurs problèmes. Bien sûr, il y a d'abord le fait qu'il faut sauver ces enfants. Il y a aussi le problème de la détresse des parents. Et il y a aussi un troisième problème qui est le suivant. C'est qu'avant ces enfants s'éliminaient d'eux-mêmes. Alors effectivement, cet appel, il est structurant puisque le mois de décembre 1965, il prend la parole à l'ORTF. Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. L'ORTF, en 1965, c'est la seule et unique chaîne de télévision française. Lino Ventura est déjà une star immensément reconnue et il révèle à son public qu'il est père d'une enfant pas comme les autres. Or, dans les années 60, le handicap était tabou. On pointait les parents du doigt. Et donc, il ne sait pas exactement comment va réagir le public. Et finalement, c'est un acte d'un courage assez fort, puisqu'il prend la parole et il ne sait pas si le lendemain, il va être voué aux gémonies et si sa carrière d'artiste va s'arrêter parce qu'il sera pointé du doigt au même titre que tous les autres parents d'enfants handicapés. Et là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la magie du cinéma, c'est que cet immense acteur, révélant qu'il était père d'une enfant pas comme les autres, trouve un écho dans le public qui se dit finalement si ça peut se produire, enfin si un acteur comme Lino Ventura est touché par le handicap, c'est que ça peut concerner absolument tout le monde. Et contre toute attente, le public réagit extrêmement bien, c'est un accueil très favorable, un soutien immense qui préside à la création de l'association Perce-Neige en mars 1966. Et c'est le début d'une très belle aventure qui trouve son origine dans cet appel de décembre 65. J'ai le même âge que l'association Perce-Neige,
devenue fondation aujourd'hui. Et j'étais très proche de mon grand-père pour une raison très simple, c'est que lorsque j'étais bachelier, mes parents sont partis s'installer dans le sud-ouest de la France et donc je suis resté à Paris en habitant chez mes grands-parents pour mes études supérieures. Et j'ai eu donc la chance de partager le quotidien de mes grands-parents. J'ai eu la chance de partager le quotidien de ma tante, Linda. Et donc, j'étais effectivement très proche de la vie de cette star. Et donc, à l'âge de 17 ans, je me retrouve à partager la vie de mon grand-père qui joue ce rôle de finisseur, entre guillemets, même si mes parents avaient fait le plus gros de mon éducation. Et le fait d'être au contact de cet homme, de partager ses valeurs, ont été d'une richesse inouïe, infinie pour moi. Et ont finalement structuré toute ma démarche, mon engagement pour la Fondation Personnage. Qu'est-ce que vous découvrez au contact de votre tante Linda? L'immense fragilité, le besoin de soutenir ces personnes en situation de handicap, une grande affection, j'imagine? Elle était à la maison tous les week-ends et donc je partageais sa vie. J'étais souvent celui qui allait l'accompagner et la ramener à la maison, qui faisait les allers-retours avec sa maison personnage de Sèvres. Même si j'étais déjà sensibilisé par le handicap depuis ma plus tendre enfance, d'être au plus proche de son quotidien, de ses préoccupations, de ses fragilités, de ses états d'âme, de ses peines, mais aussi de ses joies, parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes en situation de handicap mental sont aussi d'une spontanéité, d'une richesse, d'une humanité extraordinaire. Cela a été pour moi une très grande source de satisfaction, de bonheur et aussi de rébellion, parce que je voyais que le regard des autres sur ma tante était un regard de jugement, un regard critique parfois. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, je pense, j'ai souhaité m'engager dans cette aventure. Et puis, votre grand-père décède. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel a été le déclic pour reprendre la présidence de Personnage? Comme nous l'évoquions, j'ai partagé son quotidien. J'étais l'aîné des petits-enfants. Dans une famille d'Italiens, ça a son importance. J'ai envie de dire qu'il y a eu une sorte de passage de relais implicite. Mon grand-père, voyant que j'étais très proche de Linda, que je m'investissais déjà dans l'association, il m'a quelque part implicitement demandé de poursuivre l'aventure. Alors, il y a eu un passage de relais, puisque nous avions à l'époque, suite au décès de mon grand-père, sollicité Jacques Chancel, Michel Drucker. Mais vous savez, c'est difficile de remplacer une icône comme Lino Ventura. C'était un homme qui véhiculait de telles valeurs, qui avait une telle force de conviction, qui avait une telle aura, qui avait un tel charisme, un tel impact, que personne ne peut le remplacer. Fort heureusement, ses parrains ont aidé à continuer l'aventure, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le souvenir de Lino Ventura qui continue à graver dans l'esprit du public et qui nous porte encore dans notre action du quotidien. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui en vous levant le matin pour continuer cette œuvre de la Fondation Personnage et à la développer de manière très impressionnante depuis le décès de votre grand-père même? Plusieurs raisons. La première, c'est de défendre la cause de ces personnes en situation de handicap qui méritent d'être reconnues, d'être accompagnées et qui n'ont pas encore totalement toute leur place dans la société. La deuxième raison, c'est en souvenir de mes grands-parents et de ma tante Linda décédée récemment. Je me dois de continuer à pérenniser leurs souvenirs. Et la troisième raison, elle est très égoïste, c'est que je me ressource au contact de ces personnes qui sont un peu mes frères et sœurs en ce qui concerne la maison de Sèvres ou la maison de Barassé où ma tante Linda a vécu de nombreuses années. Je dois dire que je ne le fais pas assez souvent, mais dès que je suis dans des visites de maisons Personnage, je ressors toujours grandi de cette expérience parce que vous êtes face à des personnes qui sont d'une spontanéité, d'une véracité. Elles sont brutes de décoffrage. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de pause sociale. Et ça fait du bien. On va passer à la deuxième partie de cet entretien. Alors finalement, Personnage, parce qu'on l'évoque depuis le début, mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, ou qui connaissent de loin, qui connaissent le nom, Personnage, c'est quoi? Personnage, c'est une fondation aujourd'hui, depuis 2016, une fondation qui a pour objectif de créer des maisons d'accueil pour personnes en situation de handicap mental, d'accompagner ces personnes vers un plus grand épanouissement,
C'est aussi une fondation qui a pour mission de faire changer le regard du public sur le handicap mental. Donc, nous intervenons auprès des pouvoirs publics, nous essayons d'infléchir un petit peu les politiques en matière de handicap. C'est une fondation qui a pour mission également de soutenir les parents et les aidants dans leur rôle auprès des personnes en situation de handicap. Et c'est une fondation qui a également un rôle dans la recherche appliquée, puisque nous finançons un certain nombre de programmes visant à trouver des solutions pour nos protégés. Aujourd'hui, nous avons une 50aine de maisons. Cela représente à peu près 1500 résidents accueillis. Donc c'est, on va dire, notre activité principale, mais nous avons également développé des maisons des habitats inclusifs. Nous avons des projets assez novateurs en matière d'accompagnement d'enfants avec les classes soleil. Ce sont des toutes petites unités qui accueillent 6 enfants en classe de maternelle, des enfants autistes, qui sont au sein d'établissements scolaires. Nous avons un partenariat avec Ville-des-Hauts, qui est une association qui s'appelle Village des enfants extraordinaires, qui a un très beau projet de centre ludo-éducatif dans le Val-de-Marne. Nous développons des projets du type centre culturel inclusif. C'est un projet qui est en développement. Nous sommes en partenariat avec la mairie de Boulogne-Billancourt et son maire Pierre-Christophe Baguet. Nous reprenons l'espace Bernard Palissy, qui est un ancien théâtre fin 19e, dans lequel nous allons créer plusieurs salles de cinéma, un coffee shop, un restaurant, des salles de formation, un concept store. Et cela sera opéré par une centaine de salariés, dont 70 en situation de handicap mental. Donc c'est un très très beau projet qui sera en réalité un tremplin vers l'emploi pour ces personnes en situation de handicap mental. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a particulièrement marqué par son humanité, ou peut-être un parcours de vie que vous pouvez évoquer ici? Là où je me ressource le plus, c'est auprès des personnes les plus lourdement handicapées, les polyhandicapés. Parce que cela demande de dépasser un certain nombre d'appréhensions, de préjugés. Vous savez, quand on est face à une personne trisomique, elle est finalement assez accessible, surtout pour moi qui suis assez habitué. Elle est joviale, elle est dans l'oralité. Quand vous êtes face à une personne polyhandicapée, qui pour certaines sont alitées, sont dysmorphiques, n'ont pas l'usage de la parole, ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, il faut aller chercher au plus profond de soi l'écho que la petite flamme que vous allez susciter dans le regard de l'autre va générer. Et quand vous avez réussi à établir ce contact, c'est l'humanité avec un très grand H. Parce que là, vous touchez le cœur de l'homme ou de la femme qui est en face de vous, mais il se passe des choses très très fortes. Donc j'ai plutôt tendance à aller vers ces personnes-là. Après, vous raconter des parcours de vie étonnants, je pourrais tous vous les citer parce qu'ils sont tous incroyables. Je pense à Raphaël, qui est un artiste incroyable, qui fait des sculptures. Je pense à Didier, qui était un musicien hors pair, un batteur qui était d'une jovialité incroyable, qui mettait tout le monde d'une humeur joyeuse. Et c'était... J'en parle au passé parce que Didier est malheureusement décédé. Mais je pourrais vous parler de Sophie, de Thierry. Vous l'évoquiez, et puis c'est peut-être la personnalité aussi de votre grand-père qui a fait que les arts du vivant sont très présents. Quelles sont les activités qui leur sont proposées, dans lesquelles ils s'épanouissent? Vous avez raison, les arts vivants sont très présents parce que ça suscite des vibrations, entre guillemets, des ressorts très intimes qui permettent de s'exprimer et de révéler des choses très enfouies, très personnelles. J'étais la semaine dernière au Casino de Paris au concert des Percu Jam, qui est un groupe de musiciens autistes de la maison Personnage d'Antony. C'est absolument magique parce que ce sont de vrais professionnels quand vous les voyez sur scène. En fait, ce sont les musiciens que vous voyez dans les rencontres du Popotin.
Et quand vous voyez ces musiciens qui, pour certains, doivent présenter leurs morceaux, hésitants, un peu timides, et dès la première note, là, c'est la transformation complète, c'est la métamorphose, c'est la transcendance absolue, et c'est plus les mêmes individus. Et ça, c'est la magie de la musique, c'est la magie de la peinture, c'est que effectivement, cela permet de casser, entre guillemets, la gangue qu'ils ont autour d'eux. Donc on est beaucoup, effectivement, dans l'art-thérapie, mais pas uniquement. On fait aussi beaucoup de médiation animale, d'équithérapie, tout ce qui permet finalement de révéler en eux des potentiels, des capacités qu'ils ne sont pas toujours capables d'exprimer par eux-mêmes. Le personnage est effectivement intimement lié au monde du cinéma et c'est donc assez naturellement qu'Artus s'est associé à Personnage. Comment ça s'est passé cette rencontre? Donc déjà, j'imagine que le succès d'un petit truc en plus vous a rempli d'une grande joie. Oui, indéniablement, tout ce qui contribue à véhiculer, à partager, à faire connaître la cause du handicap est une excellente chose. Et en ce sens, le film d'Artus est un très bel exemple. Quand on pense que nous avons 11 millions de Françaises et de Français qui ont vu ce film, ce sont donc 11 millions de personnes qui ont été sensibilisées au handicap. Et je trouve que c'est très réconfortant de voir l'accueil qui a été réservé à ce film, puisque ça montre qu'on est capable finalement de parler du handicap et démystifier un peu le sujet. La montée des marches à Cannes de l'équipe d'un petit truc en plus, c'était incroyable. C'est magique. C'était magique. Magique, vous voyez, parce que, encore une fois... C'est vous les stars. C'était génial. Mais parce que ce sont des stars. Et parce que ce sont des stars, encore une fois, brutes de décoffrage, d'une spontanéité, d'un naturel désarmant, et qui finalement nous remettent un peu à notre place. Parce que cette fraîcheur, ce naturel que nous devrions tous avoir, nous met une grande claque, parce que c'est une façon de nous dire soyez vrais, soyez authentiques. Et ça, c'est, je pense, ce qui fait énormément défaut aujourd'hui dans nos rapports humains. Et c'est une très grande leçon qu'ils nous donnent. J'interviens souvent dans des classes, dans des lycées ou au collège, et je dis souvent que ces personnes en situation de handicap ont beaucoup plus à nous apprendre que nous n'avons à leur apprendre. Parce que leur authenticité est une très très belle leçon de vie. Je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à finalement les copier. Et donc avec Artus, vous avez lancé avec Artus, fondation, un petit truc en plus. Avec Artus, c'est une très belle rencontre qui a été facilitée par des amis, Julien Marcel et Augustin Paluel-Marmont. J'ai découvert un homme engagé lui aussi, concerné par le handicap, et qui a souhaité, avec ses producteurs, faire quelque chose pour les personnes en situation de handicap mental. Un petit peu à l'image de ce qu'il a véhiculé dans le film, donc créant une fondation, la fondation Un Petit Truc en Plus, qui est sous égide de la fondation Personnage, avec l'idée de créer des lieux de vacances dans l'esprit de ce que vous avez pu voir dans le film Un Petit Truc en Plus. Nous lançons le projet, j'espère qu'il va trouver un écho très favorable auprès du public. Comme le dit Artus, si 11 millions de personnes ne donnaient ne serait-ce que 50 centimes, ça ferait déjà 5,5 millions et on pourrait faire des très très belles maisons de vacances. Voilà, donc j'incite effectivement vos auditrices et auditeurs à donner s'ils le peuvent. Nous avons déjà 2 maisons de vacances, il existe déjà des maisons de vacances qui sont opérées par d'autres associations, mais malheureusement il n'en existe pas assez. Et donc l'idée, c'est effectivement d'en créer de nouveaux, d'avoir des maisons dans des lieux agréables. Donc Artus a une vision très arrêtée sur la montagne, la mer, la campagne, et je le rejoins complètement, avec des maisons qui soient à taille humaine et qui permettent d'avoir, à travers des activités, là encore, un vrai lieu de convivialité, d'amusement, de répit pour les parents ou pour les aidants, puisque les parents pourront également accompagner leurs enfants. On en vient à la 3e partie de notre entretien, mais on a déjà évoqué des choses avant, donc tout cela est intimement lié. Comment a évolué le regard sur le handicap ces dernières années? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un déclic, quelque chose?
Oui, du chemin a été parcouru, et puis l'appel de 65, indéniablement. Vous parliez de déclic, je pense néanmoins que cette intervention de mon grand-père a été un déclic majeur. Probablement pas le seul, mais probablement un déclic majeur. Donc, le regard de la société sur le handicap a évolué, évolue et devra continuer à évoluer, parce qu'il reste encore du chemin à parcourir. Nos politiques sont assez volontaires dans cette démarche. Malheureusement, je ne vous apprendrai rien en vous disant que tout cela coûte beaucoup d'argent et qu'il faut se battre pour en obtenir. Le monde du cinéma, finalement, est un levier de communication assez efficace parce que on reparle de l'appel de mon grand-père en 65, qui était un homme de cinéma, mais sur les dernières années, si vous vous souvenez, il y a eu Intouchable, il y a eu Le 8e jour, il y a eu Hors Normes, j'en oublie, et bien évidemment un petit truc en plus, qui à chaque fois sont quand même des très gros succès et montrent que le public est capable d'entendre ce discours sur le handicap mental. Donc peut-être qu'il faut continuer avec le cinéma. Alors c'est pas le seul vecteur de communication, bien évidemment. Mais c'est quand même un vecteur très très puissant. Donc j'incite les futurs producteurs, réalisateurs à continuer dans cette veine-là, à continuer à travailler avec des acteurs en situation de handicap, parce que je pense que tout ce qui contribue à faire connaître la cause du handicap mental est une excellente chose. Vous savez, je crois que on ne craint que ce que l'on ne connaît pas. Je pense qu'il est indispensable de faire connaître la cause du handicap mental, pour lever ses appréhensions et pour aller vers une société plus inclusive. Parce qu'encore une fois, ce sont nos peurs, ce sont nos craintes qui nous font porter des jugements totalement erronés. Donc effectivement, et c'est une des missions de la Fondation aujourd'hui, que d'essayer de faire évoluer le regard de la société civile sur le handicap mental. Qu'est-ce qu'il reste à faire en France ? Il reste à faire beaucoup de choses. On parle beaucoup d'inclusion. Je préférerais que l'on parle de non-exclusion. Quand vous parlez d'inclusion, cela sous-entend que vous avez quelqu'un qui est hors norme et qu'il faut faire rentrer dans le groupe normé. En réalité, je pense qu'il faudrait mieux dire que nous sommes tous des humains avec nos qualités, nos défauts, nos handicaps, et qu'il ne faut pas exclure ceux qui sont les plus handicapés. Donc je préférerais qu'on parle de non-exclusion plutôt que d'inclusion. Nous sommes tous porteurs d'un handicap, plus ou moins marqué, plus ou moins avéré, et je ne sais pas où mettre la limite pour exclure ou inclure. Je prends l'exemple, vous êtes polyglotte, vous parlez 8 langues, très bien, vous en parlez 5, vous en parlez 3, vous en parlez 2, vous en parlez qu'une, vous n'en parlez pas, parce que vous n'êtes pas dans l'oralité. Où est-ce qu'on met le curseur ? Qui est handicapé ? Celui qui parle 5, 4, 3, 2, une langue ou pas ? Je ne sais pas. C'est une norme que nous avons définie et qui est totalement arbitraire. Il vous manque une phalange, un doigt, une main, un bras. Où est-ce qu'on place la notion de handicap ? C'est par rapport à des normes établies qui sont totalement arbitraires. Et donc, je pense qu'il faut plutôt réagir et plutôt travailler sur la non-exclusion plutôt que sur l'inclusion. Merci beaucoup pour votre témoignage, Christophe Lasserventura. J'en viens à la dernière question de notre podcast traditionnel. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Et je vais vous surprendre, ou pas. Mon grand-père. Oui, mais... Et quelqu'un de vivant. mais il est vivant, en tout cas dans mon cœur, et je pense dans la mémoire de beaucoup d'entre nous, parce que d'abord, je pense qu'il serait content de voir qu'un bout de chemin a été parcouru, mais surtout parce que je pense qu'il pourrait nous aider à continuer à cheminer sur ce chemin qui reste encore long. Pour être plus pragmatique, moi j'aimerais bien que vous invitiez un de nos résidents. Merci beaucoup Christophe Lasserventura. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Personnage. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Les Engagés sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Et à très bientôt.